Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici avec nous ce soir à l'École des Ponts. Nous sommes heureux de commencer cette conférence sur la lutte contre la corruption et sur l'éthique en politique. Et on va commencer par une petite citation. C'est « L'ignorance, le mépris et l'oubli des droits de l'homme sont les causes des malheurs et de la corruption des gouvernements ». Cette phrase, elle n'est pas vraiment de moi, elle est plus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais également, elle est dans le plaidoyer de l'association Anticor, qui lutte contre la corruption politique en France. Et ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir sa présidente, Madame Élise Van Beneden. Bonsoir et merci d'être ici. Bonsoir. Alors, j'ai encore rien dit. On va commencer par la question de base très simple. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter, vous, dans un premier lieu, et ensuite présenter Anticor ? Alors oui, donc moi je suis avocate, j'ai prêté serment en 2013, donc j'ai 8 ans de barreau aujourd'hui. Je suis avocate au barreau de Paris, je fais principalement du droit du travail et de la propriété intellectuelle, donc absolument rien à voir avec Anticor. Et je suis présidente d'Anticor depuis mars 2020, mais en réalité je me suis engagée dans Anticor quand j'étais à la Sorbonne, donc en deuxième année de droit à Paris, donc ça fait pas mal de temps. Et je suis rentrée dans cette association qui était une toute petite association à l'époque, c'était un peu un club de juristes confidentiels. Et puis on a fait évoluer l'association depuis lors. Donc moi je suis arrivée en 2009 et en 2009 ça a été le début du combat judiciaire d'Anticor. L'association elle a été créée en 2002. À l'époque ça faisait rigoler les journalistes parce que quand on demandait aux fondateurs pourquoi ils ont créé Anticor, ils disaient on veut mettre fin au clientélisme et à la corruption. Les journalistes étaient morts de rire. Et puis finalement, je ne sais pas si Anticor a réussi à ne serait-ce qu'à diminuer la corruption, surtout qu'on vient d'avoir un rapport de Transparency qui nous explique que la corruption stagne depuis 10 ans en France. Donc on va devoir faire notre bilan aussi cette année des 20 ans d'Anticor. Et donc je ne sais pas si on a réussi efficacement à lutter contre la corruption, mais en tout cas on a réussi à visibiliser ce phénomène parce que il n'y a pas très longtemps en fait la plupart des habitants en France ils considéraient que c'était un phénomène qui était lié aux pays en voie de développement et certainement pas une grande démocratie comme la France et finalement il y a au moins une prise de conscience. Et puis des élus quand même plus conscients, probablement de l'impact sur le lien de confiance entre les citoyens et eux. Et puis conscients, ils commencent à être un peu conscients qu'en fait ils risquent d'aller en prison. Voilà. Donc Anticor, c'est une association qui a deux objectifs qui se rejoignent. Le premier, c'est de lutter contre la corruption. Le deuxième, c'est de se battre pour l'éthique en politique. Mais on aime bien garder ces deux franges de notre action parce que très souvent, en fait, l'idée d'Anticor dans l'opinion publique, c'est l'idée d'une association assez agressive qui fait des plaintes en permanence. Et ça, c'est le cas parce que en fait, c'est la seule chose que les journalistes relaient. Mais nous, on fait plein d'autres choses. Je suis là aujourd'hui parce que je pense que c'est important d'échanger avec vous. Et on fait pas mal de prévention aussi. Aujourd'hui, en fait, on a une permanence juridique qui est ridicule par rapport à une grande association, par rapport à une grande collectivité. Mais on a quand même quelques juristes qui répondent aux élus. Et encore, il y a 2 semaines, il y a un élu qui nous a appelé en panique parce qu'il était clairement en situation de prise illégale d'intérêt. Et on l'a aidé il était encore dans les délais, on l'a aidé à faire annuler la décision qu'il avait prise, revenir en arrière, faire les choses tout à fait comme il aurait dû les faire initialement. Donc ça veut dire que maintenant, on arrive à être des interlocuteurs aussi pour les élus et voilà, les aider quand ils dérapent et quand ils sont de bonne volonté, qu'ils ont envie d'arranger les choses. Donc voilà, il y a ces 2 pans-là, mais actuellement, l'activité principale d'Anticor, c'est une réalité, c'est quand même l'activité judiciaire, ce sont les plaintes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un état de la corruption en France actuellement et de quelles échelles, quel type de domaine ça touche particulièrement ? La politique, l'industrie, à différentes échelles, communales, nationales.
C'est très compliqué de répondre à cette question parce que la corruption, par nature, c'est un phénomène qui est occulte. Donc même le chiffrage est assez compliqué. Nous, on se base encore sur un chiffrage qui a été fait par un groupe parlementaire de l'Union européenne, qui date de 2018, et qui a chiffré le coût de la corruption pour les finances publiques par an en France à 120 milliards d'euros. Donc c'est un chiffre qui est tout à fait inacceptable. Il est inacceptable de toute façon, il est inacceptable dans un contexte de crise, bien évidemment. Et ils ont également chiffré, mais ça c'est pas au niveau de l'Union européenne, c'est au niveau des syndicats d'inspecteurs des impôts. Eux, ils ont chiffré le coût de la fraude fiscale à 80 milliards d'euros par an. Donc on est parce qu'Anticor lutte également contre la fraude fiscale. On n'a pas d'activité judiciaire sur la fraude fiscale parce qu'il y a encore ce qu'on appelle le verrou de Bercy en France, c'est-à-dire qu'il faut l'autorisation du budget pour poursuivre. Et donc sur nos deux ennemis institutionnels, statutaires, on est sur 200 milliards de coûts pour la société par an. Et vous me demandiez où ça, en fait c'est très étonnant parce que c'est partout. Il y a des secteurs où c'est plus visible que dans d'autres. Par exemple, c'est très fréquent, très visible dans le BTP. Ça, c'est une évidence. C'est le cas aussi dans le secteur de l'eau, le secteur de la gestion de l'eau. C'est le cas dans le secteur de la santé, énormément. Donc, ce sont des secteurs sur lesquels nous, on a créé des commissions pour que nos adhérents, peu importe où ils sont en France, puissent travailler sur des thématiques particulières. Donc, la commission eau, on va la créer. La commission santé, elle est créée. On a une commission sport aussi, qui est en train de se pencher sur l'organisation des JO, mais qui a déjà plein de dossiers par ailleurs, les fédérations sportives, etc. Et en fait, Anticor a une activité qui est connue dans les grands dossiers. Je vous l'ai dit, c'est parce que les médias en parlent. Mais nous, en fait, on va dans beaucoup de petits dossiers. Ça nous arrive de bosser sur des villages de 62 habitants parce que la question, c'est pas l'intérêt médiatique de la personne qui est visée. La question, c'est que en fait, la corruption, elle est partout et que ça commence en bas de l'échelle et qu'il faut se battre à ce niveau-là déjà. Vous fournissez quand même un travail qui est colossal au sein de l'association, mais pourtant vous ne recevez aucune subvention de la part de l'État, alors que vous l'avez dit, vous aidez beaucoup d'élus et beaucoup d'autres membres de la vie politique. Comment est-ce que vous faites donc fonctionner cette association ? Oui, on est un peu des ayatollahs de l'indépendance financière sur ce point-là. Alors, on n'a pas de subvention publique, on n'en a jamais eu. On a eu recours à un moment à des contrats d'apprentissage, je suis nulle, j'ai oublié le nom, des contrats citoyens, j'ai oublié. Bon, donc c'est des aides indirectes puisque l'État subventionne une partie de la rémunération des bénévoles. Mais sinon, non, aucune subvention publique, on n'a aucun fonds d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on va même inscrire dans les statuts. Là, on a une modification statutaire au mois de mars. A priori, on va l'inscrire dans les statuts pour que ça puisse jamais bouger. Parce qu'en fait, depuis le début de l'activité d'Anticor, on a vu des associations tomber autour de nous parce qu'elles déplaisaient et que c'est facile de couper la vanne, en fait, pour une collectivité sur des motifs un peu flou, c'est-à-dire arbitraire. Et donc, nous, on a décidé qu'on se protégerait toujours de ça. En réalité, c'est un peu exagéré parce qu'on pourrait très bien mettre en place un système en disant on prend des subventions ou des dons d'entreprise, mais on en prend beaucoup de petits montants. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Mais en fait, Anticor est une association citoyenne et elle est très soutenue par les citoyens. Et du coup, on a toujours fonctionné comme ça. Du coup, nos rentrées financières, ce sont les adhésions et les dons. Donc maintenant, on a un peu basculé parce que déjà, l'association a fait que grandir chaque année et avoir plus de ressources financières. Donc là, je crois qu'on est à 560 000 euros par an, ce qui est... Bon, c'est déjà pas mal. C'est pas le budget de Greenpeace, mais bon, on était à 380 000 l'année d'avant. Donc on est quand même sur des augmentations qui sont super. Et on a eu énormément de dons parce qu'on a eu des problèmes pour le renouvellement de notre agrément l'année dernière et qu'il y a eu une forte mobilisation citoyenne autour de ça. Donc on a eu beaucoup de nouveaux adhérents et on a eu beaucoup de dons de soutien pendant cette période-là. Et nos dépenses,
en gros quasiment que les salaires de nos salariés. Donc on a actuellement 2 juristes et une chargée de communication et d'administration. Donc on a 3 salariés. Et puis on a un élève avocat. Là on n'en a pas en l'occurrence. Mais normalement on est sur un recrutement constant d'élèves avocats pour des stages de 6 mois. Et puis une très grosse partie de notre budget c'est les frais d'avocat, puisque actuellement on a 135 procédures en cours, pour lesquels on a systématiquement des avocats. Donc voilà, ça c'est une charge importante. Et puis on fait beaucoup de conseils d'administration, donc il faut aussi payer les déplacements de nos administrateurs. Donc ça c'est un peu plus une dépense un peu moins importante, mais quand même. Vous avez mentionné aussi, là à l'instant précédemment, votre agrément qui a été, qui est en cours de renouvellement aujourd'hui. On a beaucoup entendu parler dans la presse. Est-ce que vous pourriez un petit peu rappeler ce que c'est, à quoi il vous sert, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas renouvelé? Il est renouvelé. C'est ça, pardon. On a vraiment eu peur et on s'est battu non-stop pendant des mois, mais c'est une bataille qu'on a gagnée. Alors en fait, cet agrément il est hyper stratégique parce que donc le système répressif français, le système pénal, il est organisé autour de 2 personnages principaux. Il y a le procureur de la République et il y a le juge d'instruction. Donc en fait, quand nous on porte plainte, quand vous portez plainte, vous allez à la police, c'est-à-dire que vous allez voir le procureur de la République. Et le procureur de la République a le choix d'ouvrir une enquête préliminaire, de ne pas ouvrir d'enquête préliminaire s'il juge que c'est pas nécessaire. Ou à la fin de l'enquête préliminaire, il a le choix entre classer sans suite, c'est-à-dire ne donner aucune suite à l'enquête préliminaire, ou alors de saisir un juge d'instruction. Ça, c'est la phase qui dépend uniquement du procureur de la République. Et en fait, ce procureur de la République, donc, parce qu'il a le droit de classer sans suite, on dit qu'il bénéficie de l'opportunité des poursuites. Il décide de l'opportunité de poursuivre la personne qui est visée par la plainte. Sauf que, ça c'est une particularité française, il y a très peu d'autres pays qui ont ça. Le procureur de la République, il est hiérarchiquement soumis au garde des Sceaux, donc au gouvernement, ce qui grosso modo veut dire que le garde des Sceaux lui donne pas d'instruction dans un dossier, normalement, en tout cas il n'a pas le droit de le faire, mais il décide de sa carrière. Donc si vous voulez, un procureur peut vite devenir un lanceur d'alerte avec les problèmes qu'un lanceur d'alerte peut avoir, c'est-à-dire être placardisé, pas avoir d'évolution professionnelle. Donc en fait, malheureusement, on est dans un système où il faut du courage quand on est procureur pour s'attaquer au pouvoir. Et ça, c'est vraiment dommage. Et nous, on milite vraiment pour couper ce lien hiérarchique, pour que les procureurs aient le même système que l'autre personnage important qui est le juge d'instruction, qui lui est constitutionnellement indépendant. C'est-à-dire que aucune loi ne peut bouger ce statut-là. Le juge d'instruction, il est ce qu'on dit inamovible, qui veut dire que lui, il ne peut pas subir ce type de pression. On ne peut pas l'envoyer travailler dans un petit bled parce qu'il a des plus hauts pouvoirs. Et ça change tout. Il peut recevoir des pressions, bien sûr, mais il ne peut pas avoir de conséquences sur sa carrière. À part, bon, peut-être pas la plus grande évolution de sa vie, mais voilà, il est protégé. Et donc, le procureur de la République, quand il reçoit une plainte d'anticorps, par exemple, il va très souvent ouvrir une enquête préliminaire parce qu'ils savent qu'on a le pouvoir de passer outre. Mais ça arrive aussi très souvent qu'à l'issue de l'enquête préliminaire, il décide qu'il n'y a pas assez d'éléments pour saisir un juge d'instruction. Donc il va classer sans suite. Et ça, c'est une autre particularité française, qui est que dans les affaires politico-financières, dans les affaires de corruption, il n'y a pas de victime. En fait, bien me comprendre, il n'y a pas de victime au sens procédural. Parce que bien évidemment, quand on a un phénomène qui nous coûte collectivement 120 milliards d'euros par an, on est évidemment tous victimes. Mais on ne l'est pas au sens procédural. C'est-à-dire que ce n'est pas la même situation que si vous vous faites agresser dans la rue, que le procureur ne peut pas agir. Là, vous pouvez, vous, saisir un juge d'instruction. Sur les cas de corruption, en fait, il n'y a personne qui peut saisir un juge d'instruction, sauf les associations qui détiennent cet agrément. Et c'est là que l'agrément est stratégique et crucial. Parce qu'on peut détourner la décision d'un procureur de la République qui finalement n'est pas indépendant du pouvoir pour saisir un juge d'instruction qui, lui, est parfaitement indépendant. Et c'est ce qu'on a fait dans beaucoup de dossiers. Et cet agrément a été créé pour ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'affaires politico-financières qui ont connu un enterrement de première classe.
Et donc cet agrément a été créé et il est prévu par la loi. Et en fait, c'est la loi qui dit que les associations ont le droit de faire ça quand elles sont agréées. Il reste un problème, c'est que l'agrément doit être délivré par le garde des Sceaux, donc on n'est pas rendu. Mais en tout cas, c'est un espèce de mécanisme qui permet de pallier le manque d'indépendance du procureur de la République dans les affaires politico-financières. Et donc nous, on arrive, on va chercher le dossier sur le bureau du procureur de la République qui a décidé de classer sans suite, et on l'amène sur le bureau d'un juge d'instruction. Et les juges d'instruction, ils instruisent ces dossiers-là. Et ils les mènent au bout. Ça prend des années, c'est très très long, mais on arrive à avoir maintenant des décisions. Et il va y en avoir de plus en plus parce qu'on a commencé la plupart de ces affaires entre 2010 et 2015. Donc là, on vient d'avoir la décision dans le procès Claude Guéant, qui est un procès totalement anticorps, où on a dû se battre non-stop contre le procureur de la République, parce que quand on a porté plainte, en fait, si on refaire cette affaire, si ça vous intéresse, donc cette affaire des sondages de l'Élysée, ça a fait suite à un rapport de la Cour des comptes qui date de 2009. Donc l'été 2009, il y a un rapport qui sort sur les dépenses de l'Élysée. Et ce rapport dit, oulala, il y a un gros problème avec les sondages d'opinion à l'Élysée. Ils ont dépensé des dizaines de millions d'euros, quasiment, je crois que c'est 9 millions, en sondage d'opinion, et il n'y a pas eu de mise en concurrence. Vous savez que la mise en concurrence, c'est obligatoire. Les collectivités doivent mettre en concurrence, il y a des paliers, il y a des seuils, il y a des critères, etc. C'est hyper compliqué, il y a des marchés publics spécifiques. On a une spécialiste en anticorps pour ça. Mais en l'occurrence, c'était obligatoire sur ces marchés-là. Et ces marchés-là, ils ont été passés sans aucune mise en concurrence, et ils ont été passés avec quelques sociétés, dont une société qui est dirigée par Patrick Buisson. Et en fait, Patrick Buisson, son métier, c'est pas de faire des sondages. Lui, il a pris l'argent, il a pris 70% de marge, et il a acheté les sondages ailleurs. Son métier, lui, c'est conseiller politique. Et il est inacceptable qu'un président de la République dépense de l'argent public pour rémunérer un conseiller politique, parce que ça ne dépend pas de sa fonction de président de la République. Le conseiller politique, il était là pour l'aider à gagner l'élection de 2012. On ne rémunère absolument pas quelqu'un qui a un rôle partisan sur fonds publics. C'est totalement interdit. Et donc, et en plus, bon, pour la blague, à l'époque, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni n'étaient pas encore mariés. Mais apparemment le projet était dans les tubes, et du coup il y a aussi des sondages qui portaient sur qu'est-ce que les Français pensent de Carla Bruni. Et ça évidemment aussi c'est une dépense qui a aucun rapport avec la fonction de président de la République, donc ça aurait été qualifiable potentiellement, en tout cas c'est ce qu'on pensait, de détournement de fonds publics, puisqu'il y a une dépense publique qui n'est pas rattachée à la fonction. Et donc ce rapport est sorti, personne ne bouge, évidemment. Le procureur ne bouge pas, personne ne fait rien, donc on attend un petit peu, on laisse toujours l'occasion au procureur de la République de faire son métier tout seul. Hein. Et rien ne s'est passé, donc en 2010 on a porté plainte. Et on a eu que des problèmes, que des bâtons dans les roues dans ce procès. La première chose qu'ont dit les collaborateurs du président de la République, c'est qu'ils étaient protégés par la Constitution, l'article 67 de la Constitution, qui prévoit l'immunité présidentielle. C'est-à-dire que dans la Constitution, il y a écrit que le président de la République n'est pas responsable pénalement pour les actes qu'il a accomplis en cette qualité. C'est un peu bizarre en soi, nous on le remet même en cause, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que la personne la plus puissante d'un pays soit déclarée irresponsable pénalement comme l'est un enfant. Enfin, c'est un peu étrange en soi. S'il commet une infraction pénale, il devrait en répondre. Mais bon, c'est dans la Constitution, on peut faire du plaidoyer pour que ça change, mais on va pas ne pas respecter la Constitution. Voilà. Donc tous ces collaborateurs-là nous disent non, nous on est irresponsable pénalement comme le président de la République. On dit non, regardez l'article 67 de la Constitution, ce n'est pas le cas. Le procureur, lui, était tout à fait d'accord avec eux. Donc on a dû aller dans la chambre d'instruction, aller chercher des décisions. On est allé jusqu'en la Cour de cassation, la chambre criminelle, qui a dû rappeler que les collaborateurs du président de la République ne bénéficiaient pas de l'immunité présidentielle. Voilà, on n'a eu que des obstacles comme ça les uns après les autres. Nous, on voulait que M. Sarkozy soit mis en cause, au moins pour les sondages qui n'avaient aucun rapport avec sa fonction, puisqu'il n'avait pas le droit de faire des sondages sur la popularité de Carla Bruni-Sarkozy. Sur les montants, c'était assez anecdotique, donc on n'a pas continué
tellement dans cette voie, le juge ne voulait pas y aller, voilà. Et après, ils nous ont dit qu'en fait, ils n'avaient pas à respecter les règles de commande publique parce qu'il y avait une coutume qui faisait qu'à l'Élysée, on n'avait pas à respecter les règles de marché public. Là, vous avez quand même des gens qui vous disent que dans l'institution la plus haute de l'État, on n'a pas à respecter la loi. Et c'est ce qu'ils ont dit pendant tout ce procès. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a dit qu'ils avaient respecté la loi. Ils ont tous dit qu'ils n'avaient pas à la respecter. Et ça, c'est un message d'impunité. Et nous, c'est ce qu'on combat, cette espèce d'impunité des dirigeants politiques. Au contraire, on leur demande d'être responsables de ce qu'ils font et de respecter la loi. Et finalement, donc là, c'était très récemment, il y a eu enfin la condamnation de ce procès. Est-ce qu'on peut être satisfait de cette condamnation, ou alors est-ce qu'elle n'est pas du tout suffisante par rapport à ce qu'on leur reproche ? C'est compliqué les affaires de corruption parce qu'elles sont beaucoup plus longues que les autres. Il y a des chiffres là-dessus. Une affaire de corruption, en moyenne, elle dure 8 ans contre 1,2 ans pour n'importe quelle autre infraction. Quand je dis corruption au sens large, c'est-à-dire corruption, prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, concussion. Et donc c'est des procès qui sont très longs parce qu'ils font appel de tout. Ils ont le droit de faire appel. Tous les citoyens ont le droit de faire appel d'une décision. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est très long. Et en fait, quand on se retrouve le jour de l'audience, on se retrouve devant des gens qui sont âgés et qu'on n'a pas envie de mettre en prison parce qu'ils sont âgés et malades. De toute façon, ils sont quasiment tous malades le jour de l'audience. C'est systématique. L'avocat arrive, la mine défaite. On va dire que son client se sent très mal. Mme Balkany a fait une tentative de suicide. Monsieur Guéant a été hospitalisé ou je ne sais plus. Bon, reste qu'effectivement, quel est l'intérêt de mettre une personne âgée en prison, âgée et malade en prison? Bon, c'est quand même assez relatif. Moi, je suis plutôt pour dire d'ailleurs que les peines alternatives sont peut-être plus intéressantes que la prison quand la personne n'est pas dangereuse physiquement. Sauf qu'en fait, ce sentiment d'impunité, il est tellement puissant qu'il y a un moment, je pense aussi qu'il faut faire régner l'égalité devant la loi avant tout. Parce qu'on a du mal à leur faire comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Donc si la seule chose qui est dissuasive, c'est la prison, oui, peut-être qu'à un moment, il faut y aller. Et les peines de prison, moi, par rapport aux enjeux, par rapport aux délits, et les peines qui sont prévues pour ces délits, je les trouve très sincèrement très faibles. Le président a eu des mots pendant le délibéré qui étaient assez forts. On a l'impression que ces mots étaient quasiment la sanction. Et c'est vrai que quand on confie à une personne de grande responsabilité, on s'attend aussi à ce qu'il ait une immense responsabilité. Et là, les peines, elles sont quand même assez faibles. Claude Guéant a été condamné à 8 mois de prison. Et si on regarde pour des délits qui ont le même type de peine, je suis très franchement pas sûre que les gens s'en sortent avec si peu. C'est ça qui est difficile, qui n'est pas acceptable pour moi. Que si vous avez un délit qui est punissable de 5 ans de prison, il faut qu'il soit puni comme les autres délits qui sont punissables de 5 ans de prison. C'est pas normal qu'on punisse plus quelqu'un qui est moins puissant. Voilà. Mais financièrement, les condamnations sont assez fortes. Disons qu'ils ont tapé dans le porte-monnaie, ce qui est normal puisque y a eu de l'argent public qui a été dépensé sans fondement. Et donc finalement, face à tous ces freins lors de vos requêtes, lors de vos combats, lors des différents dossiers que vous traitez, est-ce que vous rencontrez de l'aide parfois aussi sous la forme de différents acteurs, de la part peut-être d'autres personnes sur la scène politique qui vous ont aussi aidé dans ces dossiers? Alors, pendant ce qu'on appelle maintenant la crise de l'agrément, oui, on a eu énormément de soutien et on a du soutien du monde politique. On a plusieurs mairies qui ont fait voter des vœux, donc c'était en janvier dernier, c'était il y a un an pile. Plusieurs mairies qui ont fait voter des vœux, dont la mairie de Paris, qui quand même compte sur la place. Et malgré le fait qu'on ait porté plainte contre Madame Hidalgo, ce qui est vraiment remarquable, parce que la plupart des gens, quand on porte plainte contre eux, ils ne viennent pas à notre secours. Donc il faut souligner que le conseil municipal de Paris a eu une espèce de loyauté républicaine en fait envers notre travail. Donc oui, on a du soutien du monde politique. Les soutiens dans les procédures, non, pas vraiment.
C'est plutôt nous qui sommes appelés à la rescousse, puisqu'on est très souvent appelés par des lanceurs d'alerte. On est parfois appelés par le monde judiciaire lui-même, en fait, parce que ça arrive qu'il y ait des juges qui sont en difficulté dans les affaires, qui n'arrivent pas à faire bouger quelque chose, et ils pensent que notre intervention peut faire bouger les lignes. Donc, non, souvent, c'est plutôt nous qui sommes appelés à l'aide. Est-ce que vous vous sentez vraiment isolé alors en tant qu'acteur finalement, ou est-ce qu'il y a d'autres cabinets qui font aussi le même travail que vous, enfin pas le même, mais qui vous aident, qui ont un travail complémentaire, ou est-ce que sur la scène de la corruption vous êtes vraiment seul? Alors il y a 3 associations qui ont un agrément en France. Il y a Sherpa, qui est une très belle association, mais elle travaille davantage sur la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et il se base sur la loi devoir de vigilance, qui est un outil très intéressant, qui est un peu en danger d'ailleurs en ce moment. Et sinon, il travaille aussi sur les flux financiers internationaux. Donc, disons qu'en fait, on n'a pas vraiment le même champ. C'est assez rare qu'ils prennent des dossiers franco-français, mais ça leur arrive. Et ils font beaucoup moins de contentieux que nous. En fait, on n'a pas la même pratique. Disons qu'à Anticor, on se charge énormément parce qu'on veut aller dans les petits contentieux. Donc, en fait, on a un travail hallucinant. Eux, ils sont peut-être un peu plus dans la dentelle par rapport à nous. Ils sont aussi sur des dossiers très complexes, donc c'est justifié. Et ils font un super travail. Et il y a l'association Transparency qui, elle, était plus probablement dans la formation et dans la prévention et dans le plaidoyer. Donc c'est une belle asso dans le sens où ils ont un réseau international, ce qui est précieux. Ils font ce qu'ils ont fait avec le rapport, qui est pas mal parce que le rapport il a eu pas mal d'échos, notamment à l'étranger. Et ils font ce travail de formation en entreprise, je crois de formation des élus aussi, et ils vont voir, ils ont beaucoup de relations institutionnelles que nous on a un peu du mal à avoir parce que parfois les élus sont un peu sur la défensive. Donc voilà, sur ce plan-là, Transparency et Sherpa sont des associations vraiment complémentaires. Mais la réalité, c'est que sur le terrain des affaires politico-financières en France, on n'a pas vraiment d'aide. Il y a d'autres assos qui font des choses, mais qui n'ont pas d'agrément, et c'est déjà très bien. Ça veut dire qu'ils saisissent le procureur et ils comptent sur son jugement pour porter les affaires. Et quand il y a des blocages, par contre, oui, là c'est Anticor. Mais moi, je milite beaucoup pour que d'autres assos demandent l'agrément. Donc là, il y en a une qui va le faire, et puis je vais continuer à dire aux autres voilà, que c'est intéressant. On a des réseaux d'associations qui font du judiciaire, qui sont passionnants, mais en fait, on n'a pas forcément les mêmes combats. Il y a d'autres agréments pour d'autres combats. Et donc on discute, on discute de nos process et du combat judiciaire et de ce que ça apporte, mais on n'est pas sur les mêmes articles de loi. Et donc, juste pour finir sur cette histoire d'agrément, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps pourquoi est-ce qu'elle a mis autant de temps à se renouveler? Ben ça, c'est une histoire de dingue, en fait. Ça a été une épopée assez incroyable. On a eu l'agrément la première fois en 2015 et on l'a eu une nouvelle fois en 2018, sans que ça pose aucun problème. C'est-à-dire qu'on a envoyé notre dossier, on n'a même pas eu de réponse, on a eu directement l'arrêté qui a été publié au bulletin officiel. Mais bon, là, en 2020, on était dans une situation qui est un peu différente parce que depuis 2018, on a fait 2 choses qui ont probablement pas beaucoup plu à des personnes très influentes en France. C'est-à-dire qu'on a porté plainte contre Richard Ferrand, qui est le président de l'Assemblée nationale, et il a été mis en examen en septembre 2019. Et on a également porté plainte et on s'est constitué partie civile. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a saisi un juge d'instruction parce que le procureur voulait pas y aller. Contre Alexis Collère, qui est le secrétaire général de l'Élysée, donc c'est le numéro 2 de l'Élysée, donc c'est un des hommes les plus puissants de ce pays. Donc bon, c'est vrai que nous, on fait notre boulot, on est droit dans nos bottes, mais c'est sûr qu'il y a forcément c'est sûr qu'on agace le pouvoir. C'est pas une surprise. Et donc on avait pris les devants en prenant un petit peu de marge et on a déposé notre dossier en août. Bon, malgré l'accusé de réception qu'on a reçu, il a visiblement été perdu. Et donc on a redéposé le dossier fin septembre. Il se trouve que c'est arrivé à peu près au même moment où on a porté plainte contre Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice.
qui est la personne qui donne l'agrément. Donc bon, on s'est pas mis dans une situation très facile, je vous l'accorde. Mais en même temps, il y a des mécanismes de déport ministériel qui font quand un ministre est en conflit d'intérêts, c'est-à-dire quand il doit prendre une décision au sujet d'une association qui a porté plainte contre lui, il doit se déporter. Donc il y avait ce mécanisme qui était prévu. Et Jean Castex l'a rappelé à Éric Dupond-Moretti par une voie très formelle, puisqu'il a pris un décret qui a été publié, je crois, en octobre 2020. Et donc formellement, notre dossier devait être traité par le garde des Sceaux, le Premier ministre, pardon. En fait, il n'est jamais parti du ministère de la Justice, puisque c'est la direction des affaires criminelles et des grâces qui l'a traité, qui est un département du ministère de la Justice. Et en fait, contrairement aux autres années, on a commencé à avoir énormément de questions sur beaucoup de choses, sur nos réunions, sur demander les PV, sur nos recettes, sur nos dépenses. Et là, on est vraiment entré dans une phase d'instruction totale de notre dossier. Donc on a eu raison de penser que ce serait peut-être pas aussi facile que les années précédentes. Et il y a eu une énorme crispation parce que début octobre, la direction des affaires criminelles et des grâces m'a demandé le nom de notre plus gros donateur. Bon, déjà, c'était au singulier, ce qui est un peu étonnant, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà a priori des informations, parce que je ne sais pas comment ils auraient pu savoir sinon quand on en avait un qui donnait plus d'argent que les autres. Et moi, à ce moment-là, je dis mais en fait, c'est une donnée personnelle. Moi, je ne peux pas, en tant que présidente d'Anticor, me mettre à communiquer au gouvernement qu'on est là pour attaquer quand il le faut la liste des personnes qui nous soutiennent. C'est pas possible. Moi, j'en suis à mon 4e pré-contrôle fiscal. On défend des lanceurs d'alerte qui sont attaqués, parfois physiquement. Enfin, on est quand même dans une situation où les gens qui nous soutiennent, on va pas les jeter dans la gueule du loup. Bon, après, c'est un peu présumé de ma part qu'il y aurait eu peut-être des représailles, ce qui n'est pas du tout certain. Mais de toute façon, il y a une position officielle qui est qu'en France, il y a le RGPD qui est en vigueur, qui est un règlement européen, et qu'il est absolument... on n'a pas le droit, en fait, de donner le nom de nos donateurs. Il s'est passé un truc un peu marrant à ce moment-là, parce que moi je leur ai répondu en leur disant bon, certes, j'accuse de réception de votre demande, mais il y a cet article de tel code qui dit qu'il y a une peine d'emprisonnement de 3 ans pour violation du droit à la confidentialité des informations, des données personnelles. Est-ce que vous pourriez me garantir que vous avez le droit de me demander cette information et que j'ai le droit de vous la donner ? Et donc là, ils ont mis 2 mois à me répondre. Donc ils m'ont répondu début janvier en me disant oui, vous avez l'obligation de me donner cette information. J'en étais franchement pas persuadée. Et entre-temps, j'avais saisi la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, qui est chargée de la protection des données personnelles. Et en fait, moi, début janvier, ils tapent du poing sur la table en me disant donnez-moi cette information. Et le 1er février, la CNIL rend une décision en disant qu'absolument pas, ils n'ont pas le droit de nous demander cette information, et surtout que j'ai pas le droit de la donner, et que je risque 3 ans de prison. Donc voilà, ils ont mis 2 mois quand même au ministère de la Justice pour nous donner une réponse qui était fausse juridiquement, ce qui est un peu inquiétant. Mais c'était, oui, ça a été une période très tendue. Une fois que la CNIL a dit la messe, bon, ils n'avaient plus le choix. Mais parallèlement, mi-janvier, on a commencé à avoir une campagne de déstabilisation dans la presse. Et franchement, j'ai tendance à oublier les mauvais souvenirs, mais celui-là, il va rester encore un peu. Parce qu'on a eu des journées où on avait 4 articles de presse très, très virulent contre Anticor, contre moi, contre le vice-président d'Anticor. Et on a été attaqué principalement parce que en fait, ce donateur intéressait le gouvernement, parce que c'est quelqu'un qui a des comptes au Luxembourg, je crois, et peut-être aussi dans d'autres pays, je n'en sais rien. En tout cas, on ne le savait pas à l'époque. On l'a appris au mois de décembre. Et on s'est fait un peu petit parce qu'on était en période de renouvellement de l'agrément. Et donc, on a eu une campagne contre Anticor, qui est la campagne qui est probablement la plus difficile à gérer parce qu'on nous a reproché nos propres valeurs. Ça, c'est compliqué d'un point de vue
pour s'expliquer. C'est quand même compliqué on va pas défendre quelqu'un qui fait de l'optimisation fiscale. En même temps, c'est légal dans l'Union européenne, hein, c'est même assez facilité. Mais c'est certainement pas le plaidoyer d'Anticor de dire qu'il n'y a pas de problème avec l'optimisation fiscale. Voilà, donc on s'est retrouvé dans une situation qui était très compliquée. Et puis il y a eu un déchaînement médiatique pas possible, c'est-à-dire qu'il y a eu article sur article. On a appris que ce donateur jouait au bridge, qu'il aimait, je sais pas quoi, quel chocolat, quel truc. Enfin, c'est complètement taré par rapport aux enjeux que nous on défend. Et on a mis sur place un petit groupe de gens qui savent communiquer, parce que nous on est plutôt des juristes, ou pas des juristes d'ailleurs, mais plutôt des profs petite enfance. Voilà, on n'a pas les armes en fait pour communiquer à ces niveaux-là. Du coup, il y a quelques personnes qui nous ont écrit en disant il y en a un qui est arrivé qui nous a dit moi j'ai géré la communication de crise de BlackRock pendant 14 ans, je vais vous aider. Il y en a un autre sur lequel je peux même pas donner d'informations. Il y en a, il y a une équipe comme ça de 4-5 personnes qui s'est créée, qui nous a coachés pendant des mois. Moi, j'ai appris des trucs que je trouve super intéressants parce que je m'intéressais pas énormément à la communication. Mais on a eu des média training, ils nous ont accompagnés, réagir aux articles, parler aux journalistes, essayer de renverser la vapeur, mobiliser aussi. On a mobilisé assez rapidement tout notre cercle associatif parce qu'ils nous voient travailler depuis des années et qu'ils nous connaissent. Et puis on a mobilisé pas mal de citoyens, ce qui était chouette. Je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup ou pas, mais je sais à ce moment-là, en un mois, on a eu 1000 adhérents en plus et des communications qui ont été vachement relayées. Après, en plus, il y a eu l'invitation sur Thinkerview, où là, il y a eu plus de 500 000 vues. Donc, c'est des choses qui ont probablement joué dans la balance. Et de ce qu'on a compris, mais ça, c'est des informations qui sont pas sur lesquelles j'ai pas de vérification possible. Si l'information est vraie, c'est apparemment Jean Castex qui a pris la décision finale. Et si vous regardez l'arrêté vous n'avez pas regardé évidemment, mais je vous le dis, si vous regardez l'arrêté d'agrément d'Anticor, en fait, il est rédigé sur 2 pages qui sont que des critiques contre l'association. Puis il y a la dernière phrase qui est renouvellement de l'agrément d'Anticor. Et en fait, on pense que le projet a été envoyé par le ministère de la Justice au Premier ministre, qui lui a pris une décision différente à ce moment-là. Et pour le coup, on l'a reçu à 22h30, le dernier jour du délai qui avait été prorogé 4 fois. Donc, on était dans un état assez pathétique parce qu'on est tous bénévoles et qu'on a nos vies à côté et nos boulots, et que ça nous a pris énormément de temps. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est si cette campagne dans la presse n'a pas été pilotée par une société d'intelligence économique. Ce qui est encore une autre question, mais qui a été... c'est des soupçons qui ont été confirmés par pas mal de personnes. Excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par société d'intelligence économique ? C'est des sociétés qui font de l'influence, par voie de presse notamment, mais pas que. Il y a notamment la société Axis, qui est une très grosse société, et la société Avisa Partners, qui a un établissement à Paris, mais aussi à Bruxelles, à Hong Kong, je ne sais plus. Et donc, ce sont des sociétés qui sont assez liées à la presse et au monde de l'entreprise et au monde politique, un peu à tout le monde, hein, c'est leur boulot. Et voilà, qui font de l'information et qui font de l'influence politique. Si vous regardez leur site, c'est assez impressionnant d'ailleurs, parce qu'ils parlent de mobilisation, mobilisation politique, influence sur les réseaux. Ils parlent de... je ne sais plus quel est le mot. Ils font de la contre-influence. Enfin, bon. Voilà, moi je ne sais pas très bien ce qu'ils font. Je sais que le bruit court que quelqu'un a payé une de ces agences pour organiser une campagne de déstabilisation. Mais il y a des investigations en cours, donc on en saura plus peut-être un jour. S'ils cachent mal leur information. S'ils se cachent bien, on ne saura jamais. Vous avez parlé un peu de la violence de ces campagnes de communication. Est-ce que c'est déjà arrivé à vous ou à d'autres membres d'Anticor
qu'il y ait des pressions exercées, qu'il y ait des menaces ou même parfois des violences exercées à cause de votre activité associative? Oui, alors c'est toujours difficile parce que parfois il nous arrive des choses dans la vie et on n'a pas la preuve du lien de causalité. Et bon, si on veut rester sain d'esprit, on se met pas à supputer des milliards de choses. Donc moi, ce que je vous ai dit que moi j'ai vraiment beaucoup de questions fiscales sur ma comptabilité, et quand je compare avec d'autres personnes qui ont prêté serment la même année que moi, ils n'ont jamais eu contact avec un pré-contrôle fiscal ou un contrôle fiscal, donc je suis une exception. Voilà, de là à dire que c'est mon engagement anticorps qui en est la cause, sincèrement j'ai pas les preuves, donc je peux pas le dire. Ce qui est un peu plus évident par contre, c'est les procédures administratives, parce qu'on a Eric Alt qui est vice-président anticorps et qui est juge. Lui a eu une enquête administrative contre lui, demandée par Nicole Belloubet à l'époque, et qui a duré 1 an, c'est-à-dire que pendant 1 an, le ministère de la Justice détache 3 magistrats qui vont tout éplucher, interroger tout le monde autour de vous, pour faire finalement un rapport qui dit on comprend même pas pourquoi on a été saisi, grosso modo. Et cette enquête-là, elle a été demandée parce que Eric Alt a fait 2 choses. Il s'est rendu à une audition de partie civile à Paris, et donc le ministère de la Justice a jugé que c'était pas normal qu'un juge parisien aille à une audience de partie civile devant ses confrères. Et là, on peut comprendre la critique, même si en fait, ils ne travaillent pas du tout dans le même domaine et qu'il y a beaucoup de juges à Paris. Mais bon, certes, ça peut être compréhensible en tout cas. Et en revanche, sur le deuxième point, c'est sur un dossier qui est un dossier de fraude aux aides à la PAC en Corse, où on est entré dans ce dossier, et très rapidement, il y a eu une conférence de presse avec le procureur de la République et la préfète de Haute-Corse, je crois, qui ont fait une conférence commune pour dire que rien à voir, il n'y avait pas de problème dans l'administration en Corse, que Anticorps faisait n'importe quoi. Et bon, c'est pas normal que le préfet et le représentant du pouvoir exécutif local fassent une conférence de presse ensemble. C'est vraiment un dysfonctionnement, disons. Donc il a exprimé son opinion, et il a eu 1 an d'enquête pour l'avoir fait. Et des violences, nous on a un cas surtout où il y a eu carrément un enlèvement, même de très courte durée, du fils d'une de nos responsables. Ça a été quand même un moment très dur, et elle a déménagé pendant 1 an, elle a pris ses distances, et bon, c'est tout à fait compréhensible. On a des lanceurs d'alerte, parfois qui sont franchement bousculés, notamment en Corse encore, où ils ne sont pas mis en danger à ce stade physiquement, mais en revanche, ils peuvent avoir leur exploitation qui est brûlée, c'est-à-dire toute leur vie. Bon, c'est pas leur vie, mais c'est une partie de leur vie. Vous avez évoqué le grand nombre de dossiers que vous traitez en ce moment, donc 130 si je me rappelle bien. C'était comment est-ce que vous amenez, néanmoins je suppose que c'est pas l'ensemble des dossiers auxquels vous êtes confrontés, auxquels vous avez des demandes, sur lesquels vous avez des demandes. Comment est-ce que vous choisissez finalement ces dossiers? Comment est-ce que vous faites cette sélection? On en a parlé hier soir justement parce qu'on en a trop. Normalement, les critères qu'on a, c'est la plus-value, puisque Anticorps a cet agrément et qu'on est vraiment utile quand on se sert de cet agrément. On essaye de limiter nos interventions dans les dossiers où il y a un blocage judiciaire, institutionnel, où en gros, si on n'intervient pas, l'affaire va rester bloquée. Il y a un autre critère qui est soutenir nos responsables locaux, puisqu'on a, j'ai un peu perdu le fil, on a 85 groupes locaux, je crois, actuellement. Donc dans les départements, on a des responsables locaux qui s'investissent dans des dossiers. Si un de nos responsables s'investit dans un dossier pendant 6 ans, il monte le truc, etc., bien évidemment, on va l'accompagner jusqu'à l'audience. Et il n'y a que Anticorps National qui peut faire ça, qui peut aller à l'audience et se constituer partie civile. Donc quand on voit que nos référents ont travaillé, qu'ils ont un dossier à cœur, on les accompagne. Et puis le dernier, c'est les dossiers qui nous semblent très symboliques. Alors pour le coup, c'est pas la symbolique de c'est quelqu'un d'hyper connu, ça va faire plaisir à tout le monde.
c'est plutôt une autre symbolique. Et dans Thinkerview, je parlais de ce dossier justement où il y avait eu un accident de bus scolaire et il y a 2 ados de 15 ans qui sont mortes. Et il y avait eu des dysfonctionnements en fait, parce que le maire de cette ville, qui s'appelle Pourrières, le maire de cette ville était en même temps maire et en même temps dirigeant de l'entreprise de transport scolaire. Et il a eu la bonne idée de se donner à lui-même un marché public de transport scolaire. Et il y a eu des dysfonctionnements avec des chauffeurs. Et les dysfonctionnements sont remontés, évidemment. Et lui, il n'a pas réagi, ni en tant que chef d'entreprise, ni en tant que maire. On voit bien qu'en fait, c'est le boulot du maire de contrôler l'entreprise à laquelle elle confie un marché public. Et qu'en fait, tout a dysfonctionné. C'est ce qu'on dit dans beaucoup de dossiers. Que, en fait, les conflits d'intérêts, ça fait dérailler la machine, ça fait dérailler les contrôles. Et tous les garde-fous qui sont mis en place pour que, notamment, le service public soit suffisamment de qualité et pour éviter ce type d'accident. Donc ça, c'est un dossier qui, pour nous, était symbolique, même si bon, on peut pas dire qu'il est responsable de la mort de ces adolescentes. En tout cas, c'est pas Anticor de le dire. C'est à la justice éventuellement de décider ça, puisque je crois qu'il y a eu une plainte pour homicide involontaire. On va continuer, si vous voulez bien, un peu dans les affaires qui sont en cours, dans lesquelles Anticor est impliqué. Vous avez mentionné précédemment l'affaire avec Alexis Colère. Moi, personnellement, c'est avec ça que j'ai découvert un peu le travail d'Anticor. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'Anticor a porté plainte? Et donner un peu le contexte de cette affaire. Oui, alors ça c'est vraiment parfois on a des plaintes qui viennent on a des dossiers qui viennent de lanceurs d'alerte et on a souvent des dossiers qui viennent de la presse. En l'occurrence, là, il faut saluer le travail de Mediapart parce que c'est eux c'est Martine Orange de Mediapart qui a sorti ce dossier. Elle l'a sorti en 3 volets. Je crois que c'était qu'en 2018. Et nous, dès qu'on a vu les articles, on a dit ok, là on y va. C'est une évidence que sur une personne comme ça, il va y avoir des blocages institutionnels. C'est le numéro 2 du président de la République. On a quand même laissé un petit peu de temps au parquet, je crois, mais on y est allé assez vite. Et donc, ce qui s'est passé dans ce dossier, c'est que donc Alexis Colère, secrétaire général de l'Élysée, donc homme extrêmement puissant, a été pendant longtemps à l'APE, qui est l'agence des participations de l'État, qui est une agence dont la mission c'est de gérer les actions que détient l'État dans des entreprises privées qui sont jugées stratégiques. Et une de ces entreprises jugées stratégiques, c'est les chantiers de l'Atlantique, STX France, donc, qui est l'entreprise qui gère les chantiers naval. Et en fait, Alexis Colère, parce que il était à l'agence des participations de l'État, a siégé au conseil d'administration de STX, qui est possédé à hauteur de 33% par l'État. Donc il doit s'assurer que les décisions qui sont prises sont stratégiques pour les intérêts de l'État. Sauf qu'en fait, Alexis Colère, il est le cousin des personnes qui ont fondé et qui possèdent encore aujourd'hui une société qui s'appelle MSC, Mediterranean Shipping Company, qui est une des plus grosses boîtes de fret du monde, qui a été mise en cause dans l'histoire du trafic de drogue d'ailleurs. Et en fait, MSC est un des principaux clients de STX, ce qui veut dire que toutes les décisions qui sont prises au niveau du conseil d'administration de STX impactent la société MSC. C'est pas du tout un lien potentiel, c'est un lien absolument évident. D'ailleurs, il y a un moment dans ce dossier où MSC a voulu racheter les chantiers de l'Atlantique. Ils ont voulu racheter STX, donc ils étaient carrément repreneurs, alors que la personne qui allait participer à la décision était le cousin des dirigeants et des actionnaires de cette société. Donc ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et Alexis Colère, il a fait des allers-retours entre cette société, donc MSC, donc il a été directeur financier de MSC. Si on prend sa carrière dans le bon sens, il a été, sur les gros postes, il a été directeur adjoint du cabinet de Moscovici, donc au ministère de l'économie. Après, il a continué à être directeur adjoint, toujours au cabinet du ministre de l'économie, mais c'était Emmanuel Macron. Après, il est allé travailler pour MSC, donc en qualité de directeur financier. En même temps, il a fait la campagne d'Emmanuel Macron.
Ça est un autre point de difficulté, parce que quand on est directeur financier d'un groupe aussi important que MSC, c'est quand même difficile à comprendre qu'on puisse faire la campagne d'un candidat à la présidentielle en même temps. Mais bon, ça c'est aux juges de voir ce qu'ils en pensent. Le soupçon derrière ça, c'est de dire est-ce que c'était pas un emploi fictif ou partiellement fictif, ce qui voudrait dire que MSC, en payant le salaire d'Alexis Collère, aurait financé la campagne d'Emmanuel Macron, ce qui est totalement interdit par la loi. Les entreprises n'ont pas le droit de financer les campagnes électorales. Mais bon, ça ce sera au juge de décider de ça. Et donc, après ce passage chez MSC, il est devenu secrétaire général de l'Élysée. Et on voit qu'en fait, entre ces passages publics-privés, à quelques mois, à quelques semaines, à quelques mois d'intervalle, il a défendu la position de Bercy et puis la position de MSC. Donc, il était à Bercy et quelques mois après, il se présente à Bercy en disant « Je représente la société MSC, je voudrais des facilités de paiement ou des aides à l'export. » On voit que c'est totalement inadmissible comme situation. Et c'est le risque du pantouflage. C'est-à-dire qu'en soi, c'est pas grave de gérer sa carrière et de passer du public au privé. On n'est pas en train de dire que quand on est dans le public, il faut y rester toute sa vie. Mais en revanche, il faut vraiment faire très attention à ce qu'il n'y ait pas d'interférence entre les deux. Parce que là, on se retrouve avec une casquette différente sur le même dossier à quelques semaines d'intervalle. Et ça, c'est pas possible. Ça remet en cause toute l'impartialité des décisions qui ont été prises en qualité de fonctionnaire. C'est ça le problème. Et donc sur cette affaire, il y avait quand même la Commission nationale de déontologie qui avait mené une enquête. Et Alexis Collère, du coup, n'avait pas déclaré ses liens familiaux avec la société MSC. Le parquet national financier avait lancé une enquête où ils avaient effectivement signalé des manquements, mais qui finalement se sont retrouvés complètement oubliés après dans la procédure. Et donc si je dis pas de bêtises, c'est à partir de ce moment-là qu'Anticor est rentré dans l'affaire. Comment est-ce qu'on explique que des institutions publiques comme ça laissent passer des affaires qui paraissent aussi, qui, avec le recul, paraissent aussi évidentes? Il faut du courage en fait pour s'y attaquer à ces histoires. En fait, Alexis Collère, il a demandé 2 fois l'autorisation, puisque un haut fonctionnaire, à plus forte raison, qui quitte le public pour aller dans le privé, il doit demander une autorisation, justement parce que c'est compliqué, ces histoires de pantouflage et d'interférence d'intérêts distincts. Et donc il a demandé une première fois l'autorisation de la commission de déontologie en 2014, et l'autorisation lui a été refusée. C'est-à-dire que dès 2014, il y a écrit noir sur blanc qu'il est en conflit d'intérêts, et pourtant il continue. Et il a redemandé l'autorisation en 2017, sauf que en 2017, en fait, il y a une lettre d'Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie à l'époque, dans le dossier, où Emmanuel Macron dit qu'il se porte garant de son collaborateur. Et moi, ça m'a toujours interrogée, parce que, en fait, je ne vois pas pourquoi un ministre de l'économie devrait se porter garant de son collaborateur. En fait, il y a des lois, elles sont écrites. Soit il a des intérêts, soit il n'en a pas. Je ne vois pas le sens qu'on doit donner à ça. En fait, ça fait dérailler les garde-fous qui sont normalement prévus pour éviter ce genre de situation. Et donc, Alexis Collère obtient son autorisation, il part chez MSC. Et en fait, quand les articles de presse sont sortis, nous, on a porté plainte. Le parquet national financier, donc, qui est un parquet des procureurs spécialisés dans les infractions complexes de ce type-là, politico-financières principalement, ils ont ouvert une enquête préliminaire qu'ils ont confiée à la BRDE, qui est une brigade aussi spécialisée dans la répression de la délinquance économique. Et il y a eu une enquête qui a duré 1 an, ce qui est une durée correcte. Et il y a eu un premier rapport dans lequel le commissaire en charge du dossier a dit qu'il y avait matière à poursuivre, qu'il fallait poursuivre Alexis Collère. Et en fait, il y a eu un deuxième rapport, 3 semaines plus tard, je crois même pas 1 mois plus tard, où le même commissaire dit non, il n'y a pas matière à poursuivre. 15 pages en moins dans le rapport. Et donc nous, à ce moment-là, on ne le sait pas. 1 mois plus tard, il y a le parquet national financier qui classe sans suite cette affaire. Et donc nous, on voulait comprendre pourquoi est-ce que juridiquement le parquet avait pris cette décision, parce qu'on n'est pas forcément à tout contester en fait. Si on s'est trompé, si l'enquête a montré que en fait il a rien fait très bien. Heureusement, enfin on serait content même. Et donc on a demandé ce dossier, on a eu du mal à l'obtenir, mais on l'a obtenu.
Et quand on a fini par obtenir le dossier, on s'est rendu compte qu'entre les 2 rapports du même commissaire, il y avait dans le dossier une lettre d'Emmanuel Macron qui disait « Cher Alexis, je te confirme que tu n'as jamais eu à connaître d'aucune affaire pour le compte de l'Élysée ou du ministère de l'économie qui concerne la société MSC ». Et en fait, là aussi, c'est assez perturbant parce que dans ce dossier, il y avait une enquête pendant 1 an et tout le monde avait été interrogé. Pas Emmanuel Macron, parce qu'il est dans une position qui est un peu spéciale. Autant il est employeur d'Alexis Collère, donc c'est normal qu'il dise quelque chose. Et on a besoin de savoir ce que l'employeur en pense. Mais en même temps, il est aussi président de la République. Président de la République, il est garant du fonctionnement des institutions, il est surtout garant de l'indépendance de la justice. Donc c'est très compliqué qu'un président de la République intervienne dans une procédure en cours. Mais bon, il faut aussi reconnaître que c'est l'employeur, donc il faut bien avoir des informations. Mais sauf que dans ce dossier, en fait, il y en avait plein d'attestations qui disaient la même chose. Il y avait plein d'attestations de collaborateurs qui disaient qu'Alexis Collère n'avait jamais connu de dossier qui concernait MSC. Et du jour au lendemain, parce qu'il y a une attestation, une lettre du président de la République, là, ça change du tout au tout les conclusions d'un an d'enquête. Bon, c'est dit que c'est une situation qui va absolument pas. Donc nous, on a décidé de se constituer partie civile, c'est-à-dire qu'on a saisi un juge d'instruction. Le parquet national financier a continué. Ils ont demandé au juge, ils ont fait ce qu'on appelle des réquisitions de non-instruire, c'est-à-dire qu'ils ont demandé au juge de ne pas prendre l'affaire. Et le juge a rendu une ordonnance disant qu'il y avait lieu à instruire. C'est-à-dire qu'ils ont déjà désavoué la démarche du procureur dans ce dossier, et là, ils sont en train d'inquiéter. Je propose qu'on passe à une autre affaire, si vous voulez bien. On est ici à l'école des ponts, du coup une école d'ingénieurs. Beaucoup d'entre nous, ou d'anciens élèves des ponts, travaillent aujourd'hui sur le projet du Grand Paris, ils sont ingénieurs donc, dans ce projet, mais il y a eu des rapports qui ont pointé des irrégularités de ce dossier, et donc aujourd'hui il y a une affaire aussi dans laquelle Anticor est impliqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est une affaire qui vient d'être classée par le parquet national financier. On est en train justement de regarder la motivation du classement, parce que c'est une affaire qui a débuté par un rapport d'enquête, ce qui est de la Cour des comptes, ce qui est assez rare. Et en fait, la Cour des comptes, elle n'a pas dit à l'époque qu'il y avait 13 milliards de perdus. Elle a dit que si ça continuait comme ça, le coût total, le dérapage financier total, ce serait 13 milliards. Pour les fonds publics. Donc ils ont alerte rouge totale. Là encore, personne n'a bougé. Du coup, nous, on a attendu un petit peu, et puis on a fini par prendre le rapport et l'envoyer au procureur de la République, puisque manifestement, il l'avait loupé. Et ça a là aussi donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire. Et on a échangé avec le procureur, et le procureur, là, vient de classer sans suite en nous disant « Bon, non, en fait, il y a quelques marchés qui vont pas, c'est dérisoire ». Donc là, on est en train de confier le dossier à des spécialistes des marchés publics et du favoritisme, puisque quand on ne respecte pas le code des marchés publics, l'infraction qui est liée, c'est le favoritisme. 7 ans de prison. Et du coup, on est en train d'analyser le dossier, parce que c'est quand même un peu incohérent que la Cour des comptes dise il y a 200 marchés irréguliers, parce que c'est ce qu'ils ont dit, et que derrière, le procureur dise non, en fait, il n'y a quasiment rien. Si c'est le cas, c'est très bien, là aussi. Si c'est un ou deux marchés où il y a 100 000 euros, c'est beaucoup moins dramatique que ce qui a été dit à la base. Donc là, je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire pour l'instant, puisqu'on réfléchit et on analyse le dossier pour voir ce qu'on va faire. Est-ce que vous avez peut-être des solutions plus concrètes qui pourraient s'adresser à des jeunes citoyens, par exemple aux auditeurs de cette salle, dans ces affaires de corruption? Donc ça peut paraître parfois difficile d'agir en tant qu'individu. Est-ce que vous avez des réponses à apporter là-dessus? Oui, en tant que citoyen, c'est sûr que c'est pas facile d'agir. Déjà, ce que nous on demande aux citoyens, c'est de lancer l'alerte, parce que en fait, il y a tellement de cas partout que si on accepte l'omerta, il y a rien qui change. Et c'est des dysfonctionnements qui sont graves et qui impactent la vie au quotidien. Ça impacte aussi la vie économique. Faut pas croire que c'est que des histoires de citoyenneté et de confiance. Les questions de marché public, ça impacte les entreprises. Quand une collectivité donne toujours les mêmes marchés publics à la société de son cousin, ou tout simplement à la société qu'elle connaît, parce qu'elle se sent en sécurité avec ce prestataire-là, en fait, ça
ça empêche le développement économique de toute une zone. Donc c'est des choses il faut dénoncer. C'est compliqué quand on est dans une société qui perd un marché public parce que c'est le copain d'eux qui l'a obtenu. C'est compliqué de dénoncer parce que si l'entreprise le fait elle-même, si elle porte plainte ou si elle conteste, elle se met dans une situation un peu difficile avec la collectivité. Donc il y a très peu d'entreprises qui le font, à part si elles pensent que c'est mort, elles n'auront plus jamais de marché public de là. Donc là, Anticor est une manière détournée d'agir dans ces cas-là. Et au niveau de ce qu'on peut faire sur la vie politique, moi j'estime que ce qu'il faut faire, c'est voter. Hein. Parce que, en fait, quand Anticor a été créé, il y avait, c'était en 2002, c'était l'élection présidentielle, c'était un choc immense parce que Jean-Marie Le Pen est passé au second tour. On est une association transpartisane, donc on pas dire qu'on s'est constitué parce que l'extrême droite passait au deuxième tour. On s'est constitué parce qu'il y avait une abstention phénoménale au premier tour. Et que c'est quand même triste de se dire que la démocratie représentative fonctionne plus. Si on n'a plus envie d'aller voter pour des gens, c'est qu'on n'a plus envie qu'ils nous représentent. Donc je pense que ce serait une belle secousse pour le monde politique qu'il y ait une grosse participation aux élections cette fois-ci. Il y avait une interview où vous qualifiez la démocratie. Du coup, si vous pouvez voter pour des gens qui n'ont pas de casserole. Parce que, je ne vais pas dire que l'humanité ne change pas, mais bon, il y a quand même plus de risques que quelqu'un qui a déjà des casseroles continue à en avoir. D'ailleurs, vous avez récemment proposé une cérémonie de remise de prix éthique et casseroles, qui permet du coup de s'informer sur toutes ces questions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, c'était la 14e cérémonie cette année. Ça fait un bail qu'on fait ça. C'est beaucoup plus policé qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, on avait une présidente qui était super marrante. Elle aimait bien faire plein de blagues. Donc c'était un peu n'importe quoi la soirée. Maintenant, c'est devenu institutionnel. Mais c'est un moment qui est intéressant parce qu'on prend du temps pour montrer qu'il y a des gens qui se battent contre la corruption. Et généralement, c'est des personnes, c'est souvent des journalistes qui ont des prix éthiques, c'est souvent des lanceurs d'alerte, des chercheurs. Et des politiques aussi. Alors cette année, on n'en a pas donné à des politiques parce qu'on n'a pas envie que ça soit instrumentalisé, que ça ait l'air de notre part comme étant des conseils de vote. Évidemment, c'est pas notre rôle de faire ça. Mais on en a donné un l'année dernière. Comme ça, je vais bien vous perdre. On en a donné un l'année dernière à Hugo Bernalicis, qui est un député LFI. L'année d'avant, on en a donné un à Olivier Marleix, qui est un député LR. Donc voilà, ne cherchez pas de conseils chez nous. Et du coup, pas de politique cette année, mais on en a donné à 2 lanceurs d'alerte, à Valérie Murat, qui est une lanceuse d'alerte dans le Bordelais, qui en fait a fait analyser des vins du Bordelais pour voir ce qu'il y avait dedans et qui a découvert qu'il y avait des substances cancérogènes. Et donc qui a publié les résultats et qui s'est pris un tsunami de ce secteur économique. Ils ont porté plainte pour dénigrement contre elle. Elle a eu une décision qui était très mauvaise parce qu'elle a été condamnée. Elle a été condamnée à 125 000 €. Alors que globalement, elle a publié des résultats scientifiques qui sont pas contestés, qui sont même pas contestés par ces entreprises. Donc voilà, on voulait la soutenir parce qu'elle a subi ce que beaucoup de lanceurs d'alerte subissent, c'est ce qu'on appelle les procédures bâillons. C'est des procédures qu'on multiplie contre les personnes pour les fatiguer, les épuiser psychologiquement, financièrement aussi. Donc on voulait l'aider et puis montrer qu'elle avait poursuivi un combat qui est intéressant. Et puis en plus, elle a publié des résultats d'analyse de labo, donc vraiment elle a, à mon sens, tout fait dans les règles. Et on a donné un prix éthique à Amar Ben Mohamed, qui est un policier qui a dénoncé des violences au dépôt du tribunal judiciaire de Paris, je crois. Et qui est courageux parce que c'est des milieux dans lesquels c'est quand même très hiérarchique, la police. Et lui, il a vraiment donné l'exemple parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres policiers qui ont envie de dire des choses sur leurs conditions de travail
et l'impact que ça a sur les détenus, les travailleurs sociaux, plein de gens autour d'eux et qui n'osent pas le faire. Donc lui donner un prix, c'est un peu renverser la vapeur. En fait, c'est un héros et c'est un exemple à suivre. On a donné un prix à Noël Ponce, qui a écrit un livre, qui est un gros bouquin, qui est hyper intéressant, qui s'appelle « La corruption, comment ça marche ?» et qui décrypte tous les mécanismes de corruption. Et voilà, quand je l'aurai fini, je vous donnerai plus d'indications, mais je n'ai pas eu le temps de le finir. Et voilà, qui d'autre? On a donné un prix à Julian Assange. Vous avez dû suivre l'actualité récente, puisque ça c'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre, parce que Julian Assange, en fait, il a dénoncé des crimes de guerre. Il a dénoncé l'assassinat par l'armée américaine, notamment de journalistes, mais de civils aussi. Et il a répondu, il a alimenté les médias de leaks pendant des années, et plein d'informations qui ont été exploitées par tous les journalistes du monde. Et en fait, Julian Assange, il a été assez peu de temps après accusé de viol par deux citoyennes suédoises, je crois. Et en fait, les médias l'ont oublié. On peut comprendre parce que voilà, c'est une des techniques pour décrédibiliser quelqu'un, c'est qu'il y a une plainte quelque part. Cette plainte, elle a été classée sans suite. Il n'y a jamais absolument rien eu. Et Julian Assange, pour ne pas être extradé à ce moment-là, il avait demandé de l'aide à l'Équateur. Donc il est resté de 2012 à 2019 à l'ambassade d'Équateur à Londres, enfermé. Il n'a pas pu mettre un pied dehors pendant toutes ces années. Et une fois que le cas, la plainte pour viol a été classée sans suite contre lui, tout de suite après, les États-Unis ont demandé un mandat d'arrêt pour cette fois-ci le fait qu'il ait publié ces informations-là. Donc c'est conspiracy. Il y a je ne sais pas combien de chefs d'accusation. Il risque 175 années de prison aux États-Unis. Et les États-Unis demandent son extradition. Donc ça veut dire que ce gars-là, en fait, qui est journaliste, qui a créé un média qui s'appelle Wikileaks, depuis le moment où il a divulgué ces informations, il est en détention, alors qu'il n'y a aucun tribunal au monde qui l'a déclaré coupable d'aucun crime, d'aucun délit. Et c'est fou, en fait, c'est une machine à broyer. Bon, c'est très clair que les États-Unis veulent la peau de Julian Assange, mais en même temps, il est très peu protégé. Et puis, le problème de ces histoires, c'est aussi le message que ça lance, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, quand vous voyez l'histoire de Julian Assange, mais ça ne donne pas vraiment envie de lancer l'alerte. Donc, toutes ces procédures qui sont faites contre les lanceurs d'alerte, elles envoient un message qui est vraiment négatif, parce que du coup, les lanceurs d'alerte, ils se taisent. Donc, c'est pour ça que nous, on milite aussi pour qu'ils soient vraiment beaucoup mieux protégés. Et là, il y a une loi qui est encore en cours de vote au Sénat et à l'Assemblée. Et concernant cette fois-ci, peut-être plus les casseroles, est-ce que vous pouvez dire quelques mots, juste 2 mots sur le couple Ferrand auquel j'étais personnellement confronté? Bon, d'accord. Eh ben, ça, c'était une casserole 2020. Sacré couple Ferrand. En fait, c'est mari et femme, donc, qui ont été chacun maire de Barcarès, qui est une ville des Pyrénées-Orientales, chacun à leur tour. Et donc, en fait, je crois que c'est lui qui a commencé. Il a été condamné pour prise illégale d'intérêt. Du coup, il a eu une peine d'inéligibilité, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas se présenter à une élection. C'est-à-dire qu'il faut même forcer les citoyens à ne pas voter pour des gens corrompus, ce que je trouve extraordinaire, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et du coup, comme il était inéligible, c'est sa femme qui s'est présentée, qui a été élue, qui a été condamnée pour prise illégale d'intérêt également, et a une peine... non, elle n'a pas eu de peine d'inéligibilité, j'imagine. Et donc, à la 3e élection, ils nous ont marqués par leur originalité, parce qu'ils ont décidé de se présenter l'un contre l'autre. Voilà. Alors que je pense qu'ils étaient tout à fait dans la même ligne politique. Voilà, donc on leur a donné une casserole, c'était l'occasion de bien rigoler. Cette année, on a donné une casserole à Natacha Valla, qui est une ancienne de la Banque Centrale Européenne et qui a travaillé sur un dossier qui devait aider LVMH à obtenir des
des facilitations fiscales. Pardon s'il y a des approximations, je ne connais pas très bien ce dossier. Et après qu'LVMH les ait obtenus, on lui a proposé un poste de conseil d'administration d'LVMH. Donc elle a quitté la Banque Centrale Européenne pour rejoindre Paris. Voilà. Et ça c'est pareil, quand on est intervenu dans un dossier, surtout quand on a favorisé un candidat, bien évidemment on n'accepte pas un poste sans que tout le monde se demande si c'est la rémunération d'un avantage indu. Et on a donné une casserole aussi à Brune Poirson, parce que Brune Poirson était députée et qu'en fait elle est partie travailler pour Accor, le groupe Accor, ce qu'elle a parfaitement le droit de faire, mais elle a fait quelque chose qui est un peu sioux et qui est assez désagréable, qui est que elle s'est mise en disponibilité. Et en fait, quand il y a des mises en disponibilité pour de courtes périodes, le député ne perd pas son siège de député, il est remplacé par son... Aidez-moi. Moi, je crois que c'est le numéro 2, mais enfin, j'ai pas le terme exact. Son suppléant, pardon, j'ai eu un mot, un trou. Donc remplacé par son suppléant, et en fait après sa mission a été prolongée. Le fait qu'en fait elle a dépassé le délai où elle était censée pouvoir garder son poste, tout en finalement ne démissionnant pas, donc ne provoquant pas d'élection. Bon, c'est côté fonds public, c'est un peu mieux parce que ça coûte cher une élection, mais c'est un détournement des règles démocratiques. Pour rester un petit peu dans ce thème des élections, on approche donc des élections présidentielles. Et comment est-ce qu'on fait en tant que jeune citoyen pour s'informer sur la corruption des potentiels candidats ou alors la corruption de leur entourage? Est-ce que par exemple quelqu'un qui est entouré de gens qui ont des affaires un peu louches sont forcément corrompus? Comment est-ce qu'on peut un petit peu évaluer le potentiel corruptible, si on peut dire ça comme ça, des candidats? Je crois que maintenant, toutes les informations sont assez publiques. Je ne sais pas s'il y aura un média qui va faire le travail de faire la liste de toutes les affaires de tout le monde. Il y en a vraiment beaucoup, hein, c'est consternant. Moi, je dirais quelqu'un qui a été condamné, bien évidemment, faut éviter, hein. Même s'il n'y a pas de peine d'inéligibilité. Parfois, les juges, ils n'aiment pas les peines d'inéligibilité parce qu'ils se disent que c'est pas leur rôle, que c'est aux citoyens de choisir, et que si le citoyen veut choisir quelqu'un de corrompu, qu'il le fasse. Donc voilà, je pense que c'est assez facile de trouver des informations sur les candidats. La question de est-ce que quelqu'un qui est entouré par plein de gens qui ont des affaires, c'est pas bien? Oui, en gros, soit on fait régner une culture de l'exemplarité et on la fait régner autour de soi et dans les collaborateurs qu'on choisit, soit on n'a aucune culture de l'exemplarité. Oui. Je vois qu'on arrive presque à la fin du temps. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, dont vous voudriez parler, que vous voudriez évoquer avec des jeunes citoyens? J'en ai beaucoup de sujets. On a parlé des lanceurs d'alerte, des marchés publics, c'est des sujets importants. Nous, on s'est pas mal mobilisé sur le secret, parce que mine de rien, ces dernières années, il y a eu plein de secrets qui ont été soit créés, soit renforcés. Et ça nous donne vraiment une mauvaise impression de ce que devient la démocratie, parce que c'est de plus en plus difficile pour un citoyen d'obtenir des informations. Normalement, il y a une loi de 78 qui prévoit l'accès aux documents administratifs. Ça veut dire que n'importe quel citoyen peut écrire à n'importe quelle collectivité pour lui demander une copie de documents administratifs. Et il n'y a pas de définition du document administratif, donc ça peut être après tout et n'importe quoi. Par exemple, les marchés publics, ils ne sont pas des documents administratifs quand la passation est en cours, mais dès que le marché public est attribué, tout citoyen peut demander n'importe quel marché public et tous les documents préparatoires. Et ça, c'est quelque chose qui avait été un message fort en 78, en disant, en fait, les citoyens ne sont pas des enfants et ils ont le droit de contrôler. D'ailleurs, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, article 15, que tous les citoyens ont le droit de demander des comptes aux agents publics de leur administration. Donc ça veut dire qu'on a le droit de contrôler. Et en fait, au fur et à mesure, on a laissé des secrets prendre de l'importance, ce qui fait que maintenant, c'est de plus en plus difficile. C'est difficile pour les citoyens, c'est difficile pour Anticor, et surtout, c'est difficile pour les journalistes, parce que c'est eux qui ont vocation à faire beaucoup de demandes de documents. Et je vous donne deux exemples.
Là, on est du coup, on a quelques litiges devant le tribunal administratif où on se bat sur ces questions de secret. On a un dossier dans lequel on s'est greffé parce que c'est Le Monde qui a demandé des documents sur les pacemakers et compagnie, les dispositifs médicaux. Parce qu'en fait, on en parle très peu en France, sauf quand il y a des proches qui ont des problèmes, ce qui arrive assez régulièrement. Mais aux États-Unis, je ne me souviens plus sur quelle période, ils ont évalué le nombre de morts à 100 000 à cause de dispositifs médicaux défaillants. Et du coup, il y a eu une enquête en France qui s'appelle Implant Files, qui est une enquête du Monde de Stéphane Orel. Et Stéphane Orel, qui est une femme, a demandé d'accéder au LME, donc LNE, Laboratoire National d'Essai, qui est l'institution qui en France donne les autorisations de mise sur le marché pour les implants médicaux. Elle a demandé d'accéder à la liste des entreprises qui avaient obtenu le marquage CE et à la liste des entreprises qui ne l'avaient pas obtenu. Et on lui a opposé le secret des affaires. Le secret des affaires, c'est un secret qui existe depuis 2018 et qui permet à une entreprise de dire ça relève du secret des affaires. C'est-à-dire que vous n'avez pas de définition légale. Une entreprise peut décider que n'importe quelle information relève du secret des affaires. Même des schémas d'optimisation fiscaux, par exemple. D'optimisation fiscale, pardon. Et donc c'est un secret qui peut porter sur tout, ce qui est compliqué. Et surtout ce secret, il n'était pas censé empêcher l'information des citoyens, pas censé empêcher la liberté de la presse, surtout pas sur des sujets aussi importants que la santé. Et donc là, on se retrouve dans une situation où il y a une journaliste qui demande des informations sur un sujet de droit à la santé et à qui on oppose le secret des affaires. Il faut faire très attention à ces restrictions parce qu'en fait, on adopte une loi et puis après, tout le monde vous l'oppose. Et pour combattre ça, derrière, en fait, les journalistes, les associations, il faut qu'ils se tapent 6 années, souvent à minima 6 années de contentieux devant le tribunal administratif pour obtenir ces informations. Il y en a plein qui le font pas parce que c'est ruineux, c'est hyper fatigant. Et puis 6 ans après, dire « Hey, salut, on a obtenu les documents, c'est super ». Le système des médias aujourd'hui fait qu'on est quand même dans l'actualité. C'est compliqué 6 ans après de revenir sur quelque chose pour voilà. Et on a un autre dossier dans lequel on a demandé les comptes de la fondation LVMH. Ouais, ça. À Boulogne. Hein. J'ai pas la ville. Alors, attendez. Je crois que je c'est retrouve LVMH. ça. Oui, c'est ça. La fondation LVMH, qui est d'ailleurs très jolie, où il y a beaucoup d'expositions. En fait, cette fondation, c'est une fondation d'entreprise, ce qui veut dire que les entreprises du groupe LVMH, ils peuvent lui donner de l'argent tout en bénéficiant de réductions fiscales. C'est la loi Eyagon qui a créé ça, qui a créé des très très grosses niches fiscales au sein des groupes d'entreprises. Et donc en fait, la fondation LVMH, elle a été financée avec plus de 500 millions d'argent public qui correspondent aux réductions fiscales que les entreprises du groupe ont perçues. Donc vu ces réductions, vu qu'ils ont été accusés dans les médias de fraude à la TVA et de pas avoir mis en concurrence, nous on a dit bon, quand on est financé à ce niveau-là sur fonds publics, quand même la moindre des choses, c'est de mettre en concurrence, de faire attention à comment on dépense l'argent. Du coup, on a demandé d'accéder au compte de la fondation. Ah non, c'est Louis Vuitton. C'est la même chose ou... Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, ok. Donc on a demandé d'accéder au compte de la fondation Louis Vuitton. On a demandé au préfet, puisque la fondation Louis Vuitton avait l'obligation de donner ses comptes au préfet. À partir du moment où les comptes sont déposés chez le préfet, ils deviennent des documents administratifs. Donc on a demandé accès à ces documents. Et là, on nous a répondu quelque chose qu'on n'avait toujours pas remis. On nous a dit que la communication de ces comptes porterait atteinte à la vie privée de la fondation Louis Vuitton. Donc il y a un secret de la vie privée pour les entreprises. C'est quand même incroyable. Enfin, le secret de la vie privée, c'est pour nous. C'est parce que on a des activités qu'on fait, parce qu'on a notre intimité, parce qu'on a nos relations, parce qu'on a nos crises. C'est les êtres humains que ça protège. Mais en fait, il y a vraiment une jurisprudence qui se développe pour protéger la vie privée des entreprises. On voit que là encore, c'est des choses qui viennent grignoter sur le droit d'accès, sur la transparence, et voilà, c'est dommage. Peut-être avant de prendre les questions du public, une dernière question. Est-ce que vous avez une recommandation de livre, de documentaire que vous nous conseillez ?
Alors, j'en ai noté quelques-uns en arrivant. Vous m'aviez demandé des podcasts. Du coup, j'ai regardé. Bon, déjà, il y a un podcast qu'on connaît qui s'appelle France Corruption, parce que c'est un adhérent de Paris qui le fait. Moi, j'ai trouvé vraiment super. Et il y a un podcast qui s'appelle Sophie au pays des possibles. Et c'est un podcast qui est fait par Sophie Lemaître, qui est une chercheuse. Elle est en Norvège. Elle est française, mais elle bosse en Norvège, dans un centre qui s'appelle U4, et qui est très intéressante. Voilà. Il y a l'ancien président d'Anticor qui a écrit un livre que je trouve très bien, qui s'appelle La colère et le courage, plaidoyer contre la corruption. Stéphane Aurel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la journaliste du Monde, elle a écrit un bouquin qui est génial, qui s'appelle Lobbytomie, qui parle de toutes les campagnes, les campagnes des lobbies pour créer du doute scientifique. Et c'est super intéressant parce qu'elle parle de l'industrie du tabac, mais elle parle aussi de l'industrie du sucre et de comment les entreprises finalement détournent un peu le problème. C'est-à-dire que le sucre, on sait que c'est dangereux pour la santé, que c'est même très dangereux pour la santé, mais en fait, ils mettent le paquet pour vous expliquer comment vous brossez les dents, ce qu'il faut faire de toute façon, mais disons que voilà, ils mettent beaucoup d'argent à créer du doute scientifique sur la dangerosité de certains produits. Et il y a Vincent Brengart qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Revendiquons le droit à la désobéissance, qui est assez intéressant parce qu'il est pas focalisé sur la corruption, il parle vraiment de toutes les institutions, tous les rouages, donc c'est pas mal. Et je vous ai parlé de Noël Ponce tout à l'heure, qui a reçu un prix éthique, donc la corruption, comment ça marche, c'est carrément un gros pavé, c'est quasiment une encyclopédie, mais au moins il y a tout. Et le mois prochain, Anticor, enfin moi et le vice-président, mais au nom d'Anticor, on va publier un tract dans la collection Tract de Gallimard. Donc ça sortira en librairie le mois prochain si j'ai le temps de le terminer. Un bon et programme. les sous vont à Anticor. Et d'ailleurs le livre de l'ancien président, c'est pareil, hein, tous les revenus vont directement dans les poches de l'association. Vous pouvez du coup, on va passer maintenant aux questions du public. Donc, si vous avez une petite question, n'hésitez pas à lever la main et on vous amènera un micro. Alors, j'avais une question sur comment ça se passe dans les autres pays. Donc, vous avez parlé des États-Unis avec Julian Assange. Du coup, je me demandais s'il existe des associations telles qu'Anticor au niveau européen ou alors aux États-Unis qui font à peu près le même travail que vous. Je crois qu'il y en a assez peu en fait. Au niveau de l'Europe, on avait commencé à faire un listing parce que comme on avait des problèmes avec l'agrément en France, on voulait essayer d'obtenir un agrément européen, c'est-à-dire faire du plaidoyer pour qu'il y ait un agrément européen anticorruption qui soit créé, surtout qu'aujourd'hui il y a un procureur européen qui a été créé, qui bosse notamment sur ces dossiers-là, donc ça aurait été intéressant. Mais en fait, on n'a pas les ressources pour faire ça. J'avais commencé à envoyer des mails à des associations en Roumanie grâce à Google Traduction, mais c'est franchement compliqué. Il y a Transparency qui a ce réseau-là, et ça c'est vachement bien. Mais a priori, il y a vraiment très peu d'associations qui fonctionnent comme la nôtre. Je le vois parce que en fait, on est souvent sollicité, même par d'autres pays. On a été sollicité récemment sur le Liban, qui est une situation catastrophique au niveau de la corruption. On a été sollicité à un moment par le Togo. Ils voulaient notre blanc-seing, notre bénédiction pour créer Anticor Togo. Mais en fait, nous, ça nous fait vachement peur parce que quand on voit au niveau français déjà combien de personnes essayent d'instrumentaliser Anticor, on a quand même très très peur de donner un blanc-seing alors qu'on est incapable de savoir ce qui se passe. Voilà. Donc généralement on leur donne des conseils et on leur suggère de trouver un autre nom. Bonsoir, merci beaucoup. Moi j'avais une petite question, en fait j'en avais pas mal, mais je vais commencer là. Au début vous avez parlé des procédures qui existent pour sauter l'étape du procureur de la République. Pourquoi est-ce que vous vous embarrassez à passer par cette étape parfois alors que vous pourriez directement faire appel au juge d'instruction ?
En fait, il y a des façons. Alors, on peut effectivement faire une citation directe, ce qu'on appelle une citation directe, mais ça va assez mal avec les dossiers dans lesquels on travaille, parce que ce sont des dossiers qui sont souvent extrêmement complexes et qui nécessitent des enquêtes. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que le procureur, c'est son travail en fait. Donc, on n'arrête pas de lui demander de faire son travail. Et on n'arrêtera jamais, parce que faut bien lui laisser l'opportunité de faire son travail. On ne peut pas après dire qu'il y a une défaillance si on lui laisse même pas l'opportunité de le faire. La deuxième question, elle est un peu plus personnelle. J'ai été un peu impressionné par le niveau de connaissance que vous avez sur tous les sujets dont vous avez parlé, alors que je suppose que c'est pas la seule chose que vous allez faire si vous êtes présidente d'Anticor. Quelle charge de travail ça représente et quel degré d'investissement ça vous demande? Merci. Si vous commencez, ce que je disais tout à l'heure au téléphone en venant, si vous commencez à me poser des questions précises sur des marchés publics spécifiques, vous pouvez m'oublier. Mais en même temps, on a une directrice juridique à Anticor qui est spécialisée dans ce domaine-là, donc on a des compétences complémentaires, quoique elle va bientôt plus avoir besoin de moi. L'investissement personnel, il est beaucoup trop important, ça très clairement. On a aussi besoin d'aide à Anticor pour ça, parce que c'est beaucoup à porter sur quelques épaules. Moi, je suis très clairement sur un temps plein sur Anticor, ce qui veut dire que je gère mon cabinet par ailleurs, ce qui veut dire que je bosse entre 10 et 12 heures par jour. Ok, merci. Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais une question par rapport aux lois. Donc je pense au secret des affaires. Comment est-ce que vous faites pour vous battre face à ce genre de loi? En fait, il y a une... déjà, c'est une loi qui... Il y avait un projet de l'insérer en droit français en 2015. C'était allé un petit peu loin, parce qu'il y avait même un projet de prévoir des peines de prison pour violation du secret des affaires. Et il y a eu une levée de boucliers, notamment des médias et de la société civile, heureusement. En fait, comme parfois, c'est passé par l'Union européenne. Parfois, il y a des textes qui passent pas au niveau national et on les retrouve bizarrement au niveau de l'Union européenne un an après. Et donc, c'est passé par une directive. Et à partir du moment où le Parlement européen vote un texte, là, on peut plus rien faire. C'est une directive, elle est pas d'application directe puisqu'il faut une loi de transposition, contrairement aux règlements qui sont d'application directe. Et donc, il y a eu cette directive. Là, la France est obligée de faire une loi de transposition de la directive. Et la directive est aussi floue que la loi française, ce qui est normal, puisqu'il y a des questions d'interprétation conforme avec le droit européen. Et cette loi, en fait, elle dit juste que une entreprise peut considérer comme confidentielles des informations qui ont ou pourraient avoir un impact économique. Enfin, c'est vraiment la définition la plus large du monde. Et nous, on s'est battu au moment de la transposition en disant attention, en fait, il va y avoir un impact, surtout pour les médias. Hein, parce que si aujourd'hui vous êtes un média, vous voulez sortir une information et que vous avez un risque que cette information soit considérée comme protégée par le secret des affaires, les conséquences qui sont prévues par cette loi, c'est aussi que l'entreprise qui est visée, elle peut attaquer le média et lui demander de réparer son préjudice. Donc, si vous êtes... regardez ce qui s'est passé là avec les EHPAD. Il y a un journaliste qui a sorti un livre sur... qu'est-ce que c'est? C'est Orpea? Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. C'est Orpea. Il a sorti un bouquin sur Orpea et toutes les défaillances, voire les maltraitances envers les personnes qu'on leur confie quand même. Et là, le groupe, il a perdu, ses actions ont baissé de 30%. Donc ça veut dire que si Orpea considère que ce journaliste a publié des informations qui sont protégées par le secret des affaires, il peut l'attaquer et lui demander de réparer son préjudice qui correspond à une baisse de 30% de la valeur de ses actions. Évidemment que dans ce cas-là, les journalistes, ils réfléchissent à deux fois en fait avant de dire des choses. Donc que ce soit objectivement le cas parce qu'il y a des procès, parce qu'il y a des condamnations ou qu'il y ait de l'autocensure, en fait le résultat est le même. C'est une atteinte à la liberté de la presse. Et quand on ne sait pas ce que recouvre le secret, c'est souvent comme ça.
Parce que de toute façon, on sera toujours dans l'inquiétude que ça finisse comme ça. Donc déjà, nous, ce qu'on a dit, c'est que c'est pas normal que ce secret soit pas suffisamment expliqué, délimité. Ça crée trop d'arbitraire. Et ce qu'on a dit aussi, c'est qu'il allait être évidemment opposé aux journalistes, et c'est le cas. Tout le monde en 2018 a dit non, pas du tout. Dans les considérants de la directive, il y a écrit que le secret des affaires ne porte pas atteinte à la liberté de la presse et au pluralisme des médias. Bon, en fait, si, on a plein des litiges aujourd'hui de journalistes qui n'arrivent pas à obtenir des informations sur des sujets comme la santé. Donc voilà, nous on se bat comme on peut, et puis du coup quand la loi est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le tribunal administratif, expliquer au juge administratif les enjeux et lui demander de rendre une décision qui, au fur et à mesure, va expliquer en fait ce que c'est que ce secret et le délimiter, vu que la loi le fait pas. Mais en fait, c'est un travail titanesque et hyper long. C'est ça que je disais, les procédures comme ça doit être 1 an et demi, 2 ans en première instance. Après, il faut aller en appel. Parfois, on va aussi devant le Conseil d'État. En fait, plus on va au haut, plus on obtient une décision qui va faire jurisprudence sur toute la France, donc c'est intéressant d'aller jusqu'au Conseil d'État. Mais du coup, c'est vachement long. Et en attendant, les journalistes n'ont pas les informations, les dossiers sortent pas, ou alors les gens qui les sortent prennent des risques considérables. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour la conférence. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé du Grand Paris, du projet du Grand Paris. Et est-ce que les grands projets, enfin, par exemple, l'EPR à Flamanville qui coûte 10 milliards de plus que ce qui a été prévu, le Grand Paris où il y a eu aussi 10 milliards d'euros de plus que prévu, est-ce que ces grands projets où il y a une grande différence entre le financement véritable et le financement qui était prévu, est-ce que ces grands projets sont des aimants en corruption ou pas? Moi, ce que je vois souvent sur ce genre de marché, c'est que c'est un peu toujours les mêmes qui les obtiennent parce qu'ils sont tellement titanesques qu'en gros, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent répondre à ce type de marché. Sauf qu'en fait, ils délèguent tout. Et ils délèguent à des entreprises qui vont elles aussi déléguer. En fait, on se retrouve avec des prestataires qui n'ont pas les compétences forcément sur des chantiers qui sont hyper techniques. On parlait l'autre jour du chantier de la ligne 12 qui est en train d'arriver à Aubervilliers. En fait, le métro, il a été construit dans l'eau. Il vaut mieux s'y connaître, mais ça c'est votre domaine, pour construire un métro dans l'eau. Et donc en fait, il y a eu énormément de problèmes sur ces chantiers parce que ça a été confié à une entreprise qui a confié à une autre entreprise qui a confié à une autre entreprise. Et en fait, c'est aussi ce qu'on dit quand on parle de marché public et de favoritisme, c'est que la collectivité, elle peut confier tout à un maître d'œuvre qui va répartir entre les bonnes compétences, mais en revanche, on ne choisit pas un acteur parce qu'on le connaît. Il faut allotir, quand il y a des très gros marchés publics, il faut allotir par entreprise pour choisir celles qui ont la compétence et pas forcément permettre que les lots passent à d'autres entreprises. Et donc ça, c'est un volet qui est un volet plus gaspillage, mauvaise gestion de projet, hein, parce que il faut bien évidemment choisir l'offre la plus adaptée et les personnes les plus compétentes. Et puis il y a un volet, il y a un volet corruption parce qu'il y a des ententes, parce qu'il y a encore aujourd'hui énormément de rétrocommissions sur l'obtention des marchés publics dans le BTP et dans d'autres domaines. Donc je dirais que c'est ça les 3 enjeux, disons. Ouais, c'est de favoritisme, mauvaise utilisation de l'argent public et puis carrément corruption. Je pense que la corruption, c'est beaucoup moins qu'avant l'enveloppe sous la table. Hein. Il y a plein de formes de corruption. Il y a bizarrement très souvent les membres de la famille qui trouvent un boulot dans l'autre entreprise, donc qui n'est pas l'entreprise directe qui a obtenu le marché, mais qui en fait a des accords avec elle et qui a d'autres systèmes pour renvoyer l'ascenseur. Donc ça peut être des schémas un peu compliqués et pas faciles à détecter, mais il y en a énormément. Bonsoir. Comment est-ce que vous dénichez une affaire de corruption? Par exemple, dans le cas de l'affaire liant Alexis Kohler et MSC, comment vous en êtes arrivé à enquêter sur ce dossier? C'est pas nous qui avons enquêté. Nous, on fait pas d'enquête, en fait. C'est Mediapart qui a enquêté. Mais du coup, vous attendez toujours qu'il y ait une révélation dans la presse?
pour vous intéresser à un dossier? Oui, je dirais même. Alors très souvent, nos affaires, elles partent de la presse, ça c'est sûr. C'est pas toujours Mediapart, mais disons dans la moitié des affaires, c'est pas la presse, c'est des lanceurs d'alerte. Après, les lanceurs d'alerte, c'est pas forcément des juristes, ils arrivent pas forcément avec des dossiers complets. Donc nous, on fait ce travail d'instruction, en leur disant bon, d'accord, vous dénoncez ça, il faudrait obtenir tel et tel et tel document. Et donc on monte les dossiers avec eux. Mais on va pas nous faire d'enquête, c'est pas notre métier. S'il y a besoin d'enquête, moi ça m'arrive de dire à un journaliste qui a enquêté sur tel domaine, j'ai reçu ça, est-ce que ça vous intéresse de faire une enquête? Mais nous on se lance pas. Le plus loin qu'on aille, c'est les demandes de documents administratifs. Le reste c'est de l'analyse et de la préparation de dossiers. Merci. Oui, bonsoir, déjà merci beaucoup. J'ai une question, vous parlez beaucoup de liberté de la presse, mais aussi par exemple du déchaînement médiatique que vous avez pu subir certaines fois de façon un peu, voilà, une forme de corruption. Mais est-ce que vous pourrez nous citer justement des journaux ou des médias que vous pensez justement assez neutres et pas qui vont changer d'avis en fonction de quelle corruption ou quel avis ils vont recevoir? Qui vont pas changer d'avis en fonction de quoi? Par exemple, en fonction de, je ne sais pas, je suis désolé, je n'ai pas suivi les campagnes qui étaient contre vous médiatiques, mais quels journaux justement vous ont attaqué alors que vous saviez très bien que c'était simplement un bouton qui a été appuyé quelque part pour que ça se déclenche? Il y a pas mal de journaux qui nous ont attaqués. Ça a commencé par Causeur, qui est, je crois, un journal qui est dirigé par Elisabeth Lévy, il me semble. Il y a eu assez vite le JDD, Valeurs Actuelles, l'Opinion, et globalement les journaux qui nous ont attaqués en premier. Il y a des journaux qui nous ont pas forcément fait des louanges, mais qui ont fait un travail qui était au moins, je trouve, impartial. C'est le cas du Monde. Ils ont sorti plusieurs articles, mais bon, au moins, il n'y avait rien de faux. En revanche, on a porté plainte contre Le Point, parce que Le Point a été d'une violence incroyable. Moi, ils m'ont accusé de parjure. Vous voyez quand même la situation. Ils m'ont accusé de parjure parce que devant une commission d'enquête parlementaire, j'ai dit que je connaissais pas le nom de nos donateurs, alors que la phrase d'après c'était il y a une exception pour les gens qui donnent plus de 7 500 €. C'est-à-dire qu'ils ont isolé une phrase et ils se sont permis de m'accuser de parjure dans la presse. Bon, moi je suis avocate, je suis en relation avec des magistrats, c'est très compliqué pour moi. Ce genre d'accusation, donc ça a été assez dur et ça a été relayé. Donc ça, on a porté plainte contre eux, parce que c'est à un moment, il faut s'arrêter, c'est inacceptable. On a porté plainte contre le JDD aussi, parce qu'ils ont relayé des informations qui étaient fausses et qu'ils savaient qu'elles étaient fausses. C'est-à-dire que, ils les ont gardées en ligne, sachant qu'elles étaient fausses. C'est-à-dire qu'ils ont publié des choses. Moi, je dors plus la nuit. Je rassemble toutes les preuves et je leur envoie toutes les preuves pour leur démontrer que ce qu'ils ont publié est faux. Et ils ne bougent pas. C'est là qu'on se dit qu'en fait, c'est pas du journalisme, c'est une vraie campagne de déstabilisation. Si on maintient la publication d'informations qui sont fausses. Donc oui, c'est les deux principaux. On ne s'est pas vraiment embarrassé de Causeur, qui, je crois, de toute façon, est tellement évidemment un journal d'opinion. Ils ont le droit d'avoir leurs opinions, mais en revanche, le JDD et le Point, c'est des journaux qui sont très lus. Ils sont peut-être aussi dans une tendance politique, mais en tout cas, ils ont un impact qui est beaucoup plus important. Moi, j'ai dit, mon père lit Le Point, donc ça m'a forcément un peu touchée. Je lui ai dit de se désabonner, du coup, mais il lit ce qu'il veut. Et forcément, ça m'a fait un petit électrochoc. On va prendre une dernière question. Bonjour et merci. Du coup, est-ce que je pose qu'une seule question ou... Tu peux donner une grande question développée. Ok. Pour enchaîner sur les médias, étant donné que la moitié de votre travail, c'est de lutter contre la corruption, et que dans ma tête, ça passe et par les procès ou par les plaintes, et par l'affichage à travers les médias de ce qui est fait, est-ce que vous collaborez uniquement
avec des médias indépendants lorsqu'il s'agit de révéler des affaires, ou comment ça se passe, étant donné les subventions? Ah non, pas du tout, au contraire. Moi, on collabore avec tous les médias, ce qui est un peu dur d'ailleurs, hein, parce qu'on avait des envies de boycott après l'année dernière. Bon, c'est vrai que là, si le point où JDD nous appelle, je pense qu'on l'aura un peu en travers de la gorge. Je pense que je confierai la chose à quelqu'un d'autre, comme ça, voilà. C'est aussi un intérêt que j'ai, hein, un ressenti, ça peut aussi être un intérêt, et c'est pas dans l'intérêt d'Anticor de pas communiquer. Donc voilà. Mais non, au contraire, on essaye de vraiment varier les médias. Moi, ça m'arrive d'appeler, je vais vous dire, des médias qui n'ont peut-être pas l'habitude de bosser sur ces sujets. J'ai énormément sollicité Capital, alors que c'est pas vraiment leur... quoique, si, ils doivent faire quelques couvertures de temps en temps. Et bon, pareil, souvent je prends l'initiative d'appeler des médias. Ce que je fais beaucoup aussi, c'est appeler des journalistes dans des petits médias. Enfin, je dis petits médias, peut-être qu'ils sont gros en fait. Je sais pas si le Dauphiné Libéré, c'est un gros média ou pas. Et de les appeler quand ils ont eu aussi le courage de parler d'un dossier. Je leur appelle, je leur dis ok, on a une super info là-dessus, vous le sortez. Ça les valorise, ça valorise leur travail. Et voilà. Mais non, moi je suis plutôt pour donner des infos au Figaro s'ils veulent parler de corruption, avec grand plaisir. D'accord. Et est-ce que la France est un pays particulièrement corrompu ou non? Bah oui, malheureusement, je vous ai donné les chiffres. C'est quand même des chiffres hyper importants, hein. Je crois parce qu'il y avait aussi une estimation au niveau de l'Union européenne. C'était dans les 900 milliards. 923 milliards, j'ai pas fait le rapport entre, si on prend la population de l'Union européenne et l'importance de la France dans cette population, ce que ça donnerait en termes de comparaison. Mais je trouve que 120 milliards sur 923, c'est quand même une belle part sur le podium. Et paradoxalement, on parle beaucoup de l'Italie comme étant un pays très corrompu, très mafieux, ce qui est encore une réalité probablement aujourd'hui, mais qui a été une réalité très médiatisée à partir des années 70. Et en fait, là, disons que la conclusion du rapport de Transparency, bizarrement sur l'Italie, est plutôt élogieux. Parce qu'ils ont mené un vrai combat politique, dans le sens pris en charge par les institutions politiques, contre la corruption, et quand on fait ça, ça marche. En France, malheureusement, la Transparency disait que l'état de la corruption stagne depuis 10 ans, et il y a eu des avancées, ce qui veut dire qu'il y a eu des reculs aussi. Et ce dont nous on parle, par exemple sur les marchés publics, il y a eu la loi ASAP, je ne sais plus quand c'était, 2019 ou tout début 2020, et la loi ASAP par exemple, elle flexibilise, disons, énormément les conditions d'attribution des marchés publics, alors que parallèlement, sur les irrégularités dans les marchés publics, c'est rien que ça a été chiffré à 5 milliards par an en France. Donc on ne voit pas pourquoi on va venir faciliter les conditions de passation de marchés publics, alors qu'on a mis un chiffre dessus et que ce chiffre est effrayant. Après, bien évidemment, je dis toujours que dans un sens, je comprends très bien les élus, parce que moi, je fais beaucoup de choses, je mène beaucoup de projets, j'étais très impatiente, je suis beaucoup plus patiente maintenant, mais je comprends quand on mène un projet, on a envie que ça avance, et on n'est pas content qu'il y ait des lourdeurs administratives ou des blocages toutes les semaines. Donc je peux comprendre ça, mais c'est à eux de comprendre qu'en fait, ces lourdeurs administratives, elles ont vocation à défendre un intérêt beaucoup plus important, qui est l'intérêt général, compte tenu des répercussions financières désastreuses du favoritisme. Merci. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Je voudrais quand même déjà faire un dernier mot pour remercier tous ceux qui sont présents ici, soit dans la salle, soit qui sont présents en ligne chez eux. Évidemment, merci à toute l'équipe de la Tribune qui s'est mobilisée pour organiser cet événement. Merci à l'École des Ponts. Avec aussi un grand merci à l'équipe audiovisuelle qui nous permet d'avoir ce beau décor aujourd'hui. Et surtout, merci beaucoup à vous d'être venus pour nous parler. Et on espère que ça va pouvoir avancer dans vos projets. Et on espère que la situation va un petit peu évoluer en France avec peut-être les présidentielles qui arrivent. Merci beaucoup.